d'empêcher le cours des choses, de jouer ce qu'on appelle les empêcheurs, de tourner en rond. Ça demande un courage. Avions-nous eu ce courage? Je pose cette question parce que le secrétaire général a dévancé en parlant de la situation globale du pays. Je remercie parce que ça me fait l'économie. Je ne vais pas devoir brosser cette situation. Il a parlé des prochaines échéances électorales. Ce qui va se passer en 2016 est en train de se préparer maintenant. Politiquement, diplomatiquement, sur le plan organisationnel. Nous sommes là. Ça veut dire ce qui arrivera en 2016. Il ne faudra pas qu'on se retrouve là comme des spectateurs. Quelles sont les leçons que nous avons tirées des élections 2006? Quelles sont les leçons que nous avons tirées des élections 2011? Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en exergue. On a de très bons analystes congolais qui analysent, qui décortiquent, qui montrent les failles. C'est-à-dire qui nous mettent un peu tous les éléments dans un plat. Qu'est-ce que nous en faisons? Depuis longtemps, ils disent, sans recensement, la voie est ouverte à la tricherie. Il y aura un nombre des populations inconnues qui vont voter. Depuis le commencement, ils disent, la base même de l'organisation des élections est tronquée, qu'il faut reviser ça. Depuis le commencement, ils dénoncent la manière même dont on a mis en place la commission électorale indépendante. Ils disent qu'il faut reviser ça depuis le commencement. Nous sommes là avec une opposition faible. Le docteur Bongal, il a dit, une opposition qui n'est pas encore arrivée à la mesure de contrer ce qui se passe au niveau politique. Mais on va contrer ce qui se passe comment? Avec la situation qui prévaut au pays. Et il a évoqué, j'aimerais m'attarder là un instant. Il a parlé de la problématique de la sécurité en RDC. Oui, le pays est occupé. Le pays est occupé. On parle de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui a été décortiqué par des analystes congolais qui ont montré les faiblesses de cet accord, a commencé simplement par le fait que les acteurs qui participent à cet accord sont les agresseurs. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quand Ban Ki-moon vient au Congo et qu'il demande que le président du Rwanda prenne ses responsabilités en tant que leader pour amener la paix, la sécurité dans la région, nous sommes là, nous l'entendons. C'est-à-dire, les mêmes qui vous agressent vous imposent un accord et vous imposent la ligne de conduite. Et là, j'aimerais vous rappeler, chers compatriotes, nos adversaires sont toujours forts de nos faiblesses. Nos faiblesses. C'est-à-dire, toutes les actions que nous menons jusqu'ici, nous n'avons pas encore réussi à mener des actions d'envergure qui puissent contrer réellement ce qui est en train de se passer sur le terrain. Raison pour laquelle nous devons continuer et persévérer. La sécurité. Il y a quelques jours, il y avait une conférence ici sur le site Alma sur les armées en République démocratique du Congo, de la force publique au FARDC. Un panel de militaires. Il y avait le général Mukobo, que vous connaissez. Général sous les phases, forces armées zaïroises, formé à l'école royale militaire ici. Il y avait M. Jean-Jacques Wondo, un ancien de l'ERM, qui est à ma liste et qui a sorti ce livre, Les armées au Congo-Kinshasa. Ça se vend ici à Matongé. Le troisième intervenant, c'était le colonel Vanès. Le colonel Vanès, il est belge, mais c'est lui qui coordonne toute l'action sécuritaire en RDC. Je vais simplement vous dire les conclusions de ce que
j'ai retenu. Première conclusion. Il n'y a aucune volonté politique au Congo pour que nous puissions avoir une armée nationale républicaine. Deuxième conclusion, il n'y a pas d'État au Congo. Troisième conclusion, il n'y a pas de pilote. Mais oui, pour coordonner une action en matière de sécurité, ça veut dire que vous avez un coordonnateur principal. Alors, dans leurs différentes interventions, ils ont clairement démontré qu'il y a beaucoup d'acteurs, d'intervenants au Congo sur les questions sécuritaires. Chacun vient avec son petit programme. Donc, l'Europe a son programme sécuritaire, la MONUSCO a son programme, certains pays ont... En fait, chacun vient avec son programme, avec son homme politique de prédilection, qui lui facilite la réalisation, mais qui a une vue d'ensemble de tout ce qu'on fait au Congo aujourd'hui en matière de défense et de sécurité. Personne. Alors, c'était très parlant. Le colonel Vannès mettait en exergue le fait que chaque fois qu'il venait pour les négociations avec les membres du gouvernement, eh bien les représentants changeaient. Et ceux qui venaient n'étaient pas au courant de tout ce qui avait été décidé lors de la réunion précédente. Et donc, conclusion, vous recommencez à zéro, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... J'en passe. Formation des militaires. Les ratés de la formation. Souvenez-vous, c'est depuis 2002 qu'on a lancé le programme de formation des militaires, qu'on a lancé la question du brassage des armées. Mais tout ça a échoué. Mais est-ce qu'on en parle? On ne crie pas haut et fort. Mais cependant, c'est un gros budget qui a été dépensé, mais à charge du peuple congolais. À charge du peuple congolais. Et alors, pire, en ce moment où le pays est occupé, les militaires sont au front, le docteur Bongani nous a dit combien touche un militaire, 60 $. Les gens ne sont pas motivés, même les 500 $ ne sont pas payés régulièrement. Alors qu'est-ce qui arrive? Le commandant qui est au front, lorsqu'il n'a pas d'unité, il ne s'est pas appelé Kinshasa pour avoir les instructions. Soit son GSM n'est pas chargé, soit il n'y a pas d'unité. Conclusion, les hommes d'affaires qui sont là, la corruption aidant, honnêtes, on corrompt, et bref, il n'y a rien de sérieux qui se passe sur le terrain. Alors, moi, je vous pose la question. Dans un tel contexte, où nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'État, où allons-nous? Où allons-nous? Parce que, pour qu'il y ait État, il faut que nous ayons véritablement des hommes politiques, des patriotes, des hommes politiques, pas des politiciens comme nous les connaissons aujourd'hui, mais des hommes politiques qui sont appelés à être des hommes d'État. C'est-à-dire, au vu de la situation, ils se disent que nous amenons quelque chose de nouveau, une innovation dans la manière d'aborder la situation, dans la manière de gérer le pays, dans la manière de traiter les dossiers, les grands dossiers du pays, pour que nous ne nous retrouvons pas dans le pétrin demain. C'est de cela dont le pays a besoin aujourd'hui. J'ai parlé de l'accord d'Addis Abeba. Je ne vais pas... Je vous fais vraiment l'épargne de l'analyse de cet accord parce que ça a été longuement présenté par des analystes congolais. Je voudrais m'arrêter sur la responsabilité. Ce qui se passe au pays, ce n'est pas le seul fait de la responsabilité du gouvernement. Il y a une responsabilité collective. Tant que nous resterons sur la position où nous disons c'est le gouvernement qui a fait ça, qui nous amène là, nous nous disculpons, nous ne voyons pas notre propre responsabilité, non seulement dans ce qui se passe, mais surtout dans la relève du pays.
Ce n'est qu'en prenant conscience de la responsabilité collective qui est la nôtre face à ce qui se passe que nous pouvons réellement envisager les voies et moyens pour sortir le pays de cette situation. Vous allez nous dire, oui, mais notre responsabilité, où et comment? C'est vrai que nous sommes ici ensemble, vous et moi dans la diaspora. Mais nous avons un rôle à jouer, un rôle important. Si les autres au pays sont terrorisés, sont tués, parce qu'ils osent dénoncer haut et fort, mais ici, nous pouvons le faire. Nous pouvons nous organiser. Nous pouvons prendre position par rapport aux dossiers importants. Je vais citer un exemple. On nous a parlé dernièrement des contrats chinois, avec toutes les mésaventures et tout ce que l'État congolais est en train de perdre. Les contrats chinois est un des exemples des grands dossiers économiques que nous, Congolais, on ne regarde pas attentivement. Ça devrait nous intéresser parce que tous ces dossiers économiques conditionnent le devenir des Congolais demain. Les conditions de vie de nos populations sont tenues par ces grands dossiers économiques. Donc, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, c'est notre affaire à nous tous. Quelle a été la prise de position des Congolais de l'extérieur par rapport à ces dossiers économiques? Il n'y en a pas eu. Et pourtant, nous avons ici des économistes, des experts, à qui nous pouvions simplement demander d'analyser, de nous donner des éléments que nous pouvons vulgariser pour que chacun de nous comprenne ce que ça signifie et l'impact que cela aura sur nous, sur nos familles, sur nos populations, sur l'avenir du Congo, afin que nos discours ne soient pas simplement des discours vains, mais que ce soit des discours de responsabilité, des discours qui poussent à l'action, à poser des gestes qu'il faut et quand il faut.